Depuis la simple pierre utilisée comme projectile et les premiers silex taillés, l'histoire des armes de chasse commence avec celle de l'homme. L'histoire des armes à feu est beaucoup plus récente. Elle a suivi pendant longtemps l'évolution des armes de guerre. Dès le début du XVIe siècle, apparaît la première arme à feu portative, l'arquebuse à mèche. Depuis l'invention de la poudre, les armes à feu ont toujours fasciné les hommes. De l'arquebuse à mèche à notre fusil moderne, de nombreuses innovations vont ainsi améliorer les armes et leurs munitions à travers les siècles. De nos jours, le fusil est avant tout un outil qui permet au chasseur de tirer son gibier dans les meilleures conditions. Et si le chasseur n'a que l'embarras du choix en ce qui concerne l'achat d'une arme et de ses munitions, il lui est fortement recommandé d'aller à la rencontre de ces hommes d'expérience qui possèdent un savoir-faire en matière d'armurerie. En Sologne, lieu de rendez-vous de bien des chasseurs, Nicolas Bergès, armurier de profession à Nouan-le-Fuselier, est un de ses artisans. Je suis armurier diplômé de l'école d'armurerie de Liège depuis 1991. Ça va faire 9 ans que je suis dans l'armurerie. J'ai passé 4 ans à l'école. Et je suis arrivé à mes fins puisque aujourd'hui j'ai mon magasin qui me permet de prodiguer conseils à mes clients. Bonjour Monsieur Bergès. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Que puis-je pour vous? Eh bien, écoutez, on m'a offert un 857. Express? Ah oui, et puis je ne suis pas très compétent, je voudrais que vous m'expliquiez ce que je pourrais tirer dans... J'essaye de conseiller au mieux par rapport aux besoins du chasseur. Pas forcément vendre ce qu'il y a de plus cher, mais ce qu'il y a de plus efficace par rapport au type de chasse. Essayer d'avoir... ma devise, c'est de vendre du plaisir, pas des enquiquinements. Bon, ce sont différents types d'ogives qui expansent plus ou moins, un petit peu selon le gibier recherché. Ah oui. Je pense que vous allez tirer surtout du sanglier, chevreuil et éventuellement des cervidés. Donc il vaut mieux une balle qui soit relativement rapide et si possible lourde. Bon, on a de la demi-blindée classique, donc comme ceci, la taille Montel, vous avez du point de plomb, ce sont des balles qui champignonnent très bien. Je vais vous montrer ce que ça donne en expansion. Qu'est-ce qu'il y a comme rapidité? Est-ce qu'il y a des rapidités différentes? Oui, ça joue sur plus ou moins 80 mètres secondes, 100 mètres secondes. Et vous pensez que c'est important pour l'onde de choc, pour le... Ça a son importance. Les encartoucheurs, les fabricants de balles pour la carabine essayent toujours de trouver de nouveaux produits pour augmenter et dynamiser les ventes. Bon, le résultat escompté n'est peut-être pas toujours à la hauteur. Il est certain que dès qu'un fabricant sort un type de munition, la concurrence va essayer de sortir à peu près la même chose ou un produit capable de concurrencer celui-là. Bon, après ça, le problème, c'est que dans le choix, beaucoup de gens finissent par s'y perdre. Ce qui compte, c'est une balle bien placée. Oui, vous avez raison aussi. Si la balle est mal placée, de toute façon, la meilleure munition, elle ne pourra pas faire grand-chose. Je pense que de toute façon, il n'y a pas de balle miracle. Il y a forcément un certain nombre de chasseurs qui essayent différents types de munitions jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qui leur convient par rapport au type de chasse qu'ils pratiquent, mais beaucoup se contentent le soir, quand ils rentrent chez eux du bureau, d'ouvrir certains
livre que je ne citerai pas, dans lequel ils ont toutes les tables balistiques et viennent vous voir après en disant il me faut tel calibre, des choses qui sont complètement disproportionnées par rapport au type de chasse qu'ils vont pratiquer. Le rôle est de leur expliquer le pourquoi des choses et de les orienter vers ce qui leur convient. Bon, alors, tu l'as réglé cette carabine-là, cette lunette? Une balle à la cible pour voir si tout va bien. Oui. Bah, écoute, ensuite, on essaye de voir s'il y a autre chose. T'as des munitions, oui, dans un outil qu'on aime. D'accord. Ah oui, impeccable. Oh ouais, c'est bon. Je mets des points par là. Ok. Donc c'est excellent. Ouais, c'est bon ça. Non, il serait mort là. Hein. Oui, il aurait bouffé un pli. Bon. On va essayer. Alors moi j'essaye l'animal avec cible mouvante. Et attention aux doigts. Ouais. Ouais, ça y est. Bon, le coup de doigt là, il n'y était pas. Oui. C'est une bonne chose, mais tu as tendance à attendre là, avec l'express comme un faisan à la ligne. Ouais. Alors, et quand tu tires, ça plonge. Mais je le ressens pas ça. Alors que si tu partais d'en bas, tu montes dans l'animal et tu verras que tes balles seront à mon avis je vais essayer de partir là-bas. Là, je pense que ma balle est un peu plus haute. Rebaisse ton canon. Bon, on va aller au résultat. Bon. Ah bah tu vois, c'est nettement mieux. C'est déjà meilleur. Un peu derrière, mais la hauteur est nettement meilleure. Ouais, même par rapport aux premières tirs. Ouais, mais elle devrait être beaucoup plus sur la droite. Hein. Une chose à la fois. On fait plus ces cartouches à la main parce que c'est long, c'est fastidieux et qu'on arrive avec les machines modernes à avoir des munitions de bonne qualité qui sortent à des prix raisonnables. Donc tous les encartoucheurs vous font un petit peu font la recette que vous leur demandez, hein. Que ce soit le grammage de plomb, le type de plomb, de poudre, le type de bourre. Et bon, là où on joue essentiellement, c'est sur le grammage de plomb et sur le type de bourre. Bon, les deux types de bourres qu'on rencontre aujourd'hui principalement sont les bourres à jupe et les bourres grasses. La bourre grasse a été un peu détrônée il y a quelques années au profit de la bourre à jupe, mais la mode revient beaucoup à la bourre grasse. D'une part, c'est une bourre qui est biodégradable, et ensuite de ça, qui offre une gerbe, à mon avis, plus homogène pour l'ensemble des tirs qu'on peut faire dans nos régions. Certains armuriers font fabriquer des munitions à façon par des encartoucheurs, comme Laurent Riffaut à Orbec. Je vous rappelle au sujet de la commande de cartouches dont on a parlé la semaine dernière. Oui, très bien. Bon, alors j'aimerais que vous me fassiez une cartouche 32 grammes pour grasse. Calibre 12. Calibre 12, bien sûr, oui. Qui développe environ 550 barres. D'accord. On a donc l'avantage de pouvoir fournir une cartouche à des vitesses type, à des pressions type, à des vitesses importantes et des pressions agréables pour chacun. On reproduit d'une année sur l'autre des désirs de résultats avec la cartouche qui doivent être totalement similaires. Donc notre côté artisanal, c'est de pouvoir produire à chacun, professionnel ou particulier, une production à la demande, un petit peu sur mesure pour chacun de ces gens, nous permettant de nous démarquer par rapport aux gros industriels. Bien, notre travail depuis plus d'un siècle est donc de faire l'encartouchage du produit fini, donc la cartouche. Nous faisons l'assemblage d'éléments tels que la poudre, la douille et les bourres qui nous sont fournis exclusivement par la France où nous trouvons des produits de qualité.
Je viens d'effectuer 20 tirs de pression et de vitesse afin d'obtenir les normes de cette cartouche, qui doit donc être dans un cadre de pression et de vitesse normalisé par la Commission internationale permanente. Cette cartouche a donc atteint une pression de 602 bars, qui est tout à fait tolérable par les normes. Nous avons voulu obtenir 400 mètres secondes. Nous sommes donc prêts à encartoucher en cadence ce produit. J'ai toujours été bercé dans le milieu. Mon grand-père étant existant, a toujours travaillé jusqu'à l'âge de 95 ans d'ailleurs dans l'entreprise. Par passion, j'ai été bercé dans ce milieu qui me passionnait, étant chasseur, étant tireur de compétition de haut niveau. J'ai donc passé 4 ans à l'école d'armerie de Liège pour apprendre mon métier de façon rigoureuse. Le chasseur demande maintenant une cartouche douce, peut-être peu bruyante et permettant des tirs de qualité. Bon, c'est une demande à laquelle on répond aisément. André Quinsat, armurier à la Motte Beuvron, a mis au point la balle GPA et possède sa propre unité de fabrication. Étant chasseur, très bon tireur, j'ai pratiqué beaucoup aussi le ball-trap. Je me défendais très très bien dans la chasse. Et puis ma foi, le fait d'avoir fabriqué ces cartouches aussi très jeunes, comme ça, m'a permis de me sentir à l'aise dans ce fond d'armurerie. Et ce qui m'a permis d'ailleurs de développer beaucoup cette armurerie, puisqu'à l'époque où on l'a pris, on ne faisait pas du tout les mêmes chiffres d'affaires qu'on fait maintenant, et ça ne se passait pas du tout comme maintenant. Ici, on retrouve des cartouches qui ont donc été fabriquées par Ferdinand Godard, arquebusier, la Motte Beuvron, numéro de téléphone 42. Il faut bien comprendre qu'à ces époques-là, il ne devait pas y avoir beaucoup de numéros de téléphone. Voilà les boîtes de cartouches de l'époque. Ça, c'était des cartouches qui fabriquaient spécialement pour les fusils automatiques parce qu'ils étaient automatiques. Donc on les chargeait un tout petit peu plus pour éviter le risque d'enrayement. Voilà, tenez, on retombe exactement sur la cartouche que j'avais trouvée auparavant. Poudretée. Des cartouches qui ont minimum 60-65 ans. Après, on a donc eu, moi quand j'ai donc repris à monsieur Decamp qui fabriquait aussi ces cartouches. Ah ben on retrouve encore ça, mais on ne trouve plus le nom arquebusier, on trouve le nom armurier. Bon, ces cartouches-là peuvent avoir à peu près 35 ans. Voilà. On va les ranger pour peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années. Bon, nous, à ces époques-là, on n'avait pas d'argent pour acheter des cartouches à l'armurier. On allait acheter le plomb, on allait acheter la poudre, qui est donc ici, un ancien bidon que j'ai dû me servir, et ma foi, on se mettait au bout d'une table et on faisait nos cartouches nous-mêmes. Et ça faisait l'occasion de se réunir aussi avec plusieurs amis pour discuter de nos coups de chasse, et puis tout en parlant de chasse, on travaillait, on faisait nos cartouches. Ce petit outillage nous permettait d'enlever l'amorce qui avait été donc tirée préalablement. Donc on pratiquait de ce style-là. Là, on enlevait l'amorce. Voilà, bon ben ça y est, elle est enlevée. Voilà, elle est dessous. Et maintenant, on va essayer de la réamorcer. Voilà, on la remettait ici. On mettait l'amorce dessus. Voilà. Et on rappuyait dans ce sens-là. Et voilà. L'amorce était donc remise. Alors, après, on pratiquait le chargement par lui-même. Donc, on mettait donc cette douille à l'intérieur. Ça nous servait uniquement d'entonnoir. Et on va essayer de trouver une petite doseuse. Alors là, à l'aide de cette doseuse qu'on pré-réglait à l'avance, puisque sur un côté, on s'aperçoit qu'il y a les doses de plomb, de l'autre côté, il y a les doses de poudre. On prenait donc ce qu'on avait besoin comme poudre, qu'on versait à l'intérieur donc de cet entonnoir. On utilisait des bourres de ce style-là, parce que ces bourres-là sont beaucoup trop modernes. À ces époques-là, on utilisait de la bourre rose ou de la poudre Gabelle que je n'ai plus du tout. À l'aide de poussoirs, on mettait en contact de la poudre, puis à l'aide de notre doseuse, on prenait donc une dose de plomb qu'on versait par-dessus. Après, on prenait des petits cartons pour faire les fermetures qui portaient souvent le numéro donc du plomb qu'on utilisait.
On enlevait donc l'entonnoir et on utilisait le lissoir. Et naturellement, en tournant fortement, on obtenait donc un sertissage. Tout le monde, tous les jeunes fabriquaient leurs cartouches. Je suis certain que tous les gens qui ont à peu près mon âge maintenant, c'est pas que je suis très vieux, eh bien, on pratiquait certainement, on fait leurs cartouches eux-mêmes, s'ils ont commencé à chasser de bonne heure. Mais en campagne, les seules distractions de l'époque, il faut bien leur reconnaître que c'était que la chasse. Et la chasse était très bien vue partout. Un jour d'ouverture de chasse, c'était la fête au pays. Hein. À une certaine époque, il nous arrivait d'avoir des express en stock et on n'avait plus de munitions. Ce qui m'a incité personnellement à commencer certains rechargements. Puis ces petits rechargements sont traduits par une fabrication complète qu'on a appelée la cartouche Sologne. Après, suite à des manques d'approvisionnement, on a dû nous-mêmes se débrouiller pour fabriquer notre propre projectile qu'on appelle maintenant GPA. Et ceci, depuis 4-5 ans, cette balle prend beaucoup de place dans le domaine de la chasse. Bien là, on va mettre l'arme sur le trépied, pour être précis. C'est une arme qui a déjà été réglée. Voilà. Donc au préalable, on a donc laissé tremper dans l'eau les blocs de papier, de manière à ce qu'il y ait quand même de la matière incompressible, donc de mélanger dans le papier, c'est-à-dire de la matière liquide, pour former l'expansion de notre projectile. Voilà. Bon, on va aller au résultat. Hop. On va les emmener au propre. Par rapport à certaines autres balles, la nôtre suit sa trajectoire parfaitement. On s'aperçoit bien ici le trou d'entrée et une partie donc du noyau dur qui a suivi parfaitement sa trajectoire. Contrairement à beaucoup de projectiles, chemise et plomb, une fois que la chemise est déformée, elle quitte complètement sa trajectoire. Que nous, on reste parfaitement dans l'alignement de notre balle, dans l'axe de notre balle. Ici, on va simuler que si la balle arrivait dans l'animal, il se forme donc le champignon, puis après la pétalisation, c'est ce qu'on vient de réaliser dans notre bloc. Alors je reconstitue un petit peu le noyau dur et les 4 pétales. Et voilà. Il faut bien comprendre que pour stopper un sanglier, si la balle est mal placée, les pétales vont rattraper un petit peu l'erreur du tireur. Hein, sur à peu près 10 à 15 cm, ça peut rattraper l'erreur. C'est-à-dire qu'une balle mal placée peut avoir un très bon résultat, qu'avec une autre balle traditionnelle, vous n'aurez que le passage du noyau dur. La fabrication a demandé qu'on s'intéresse à fabriquer une machine. Donc là, on a une machine qu'on a réuni différents éléments. Voilà. Au premier poste ici, on calibre le collet de l'étui. Au deuxième ici, on va mettre la dose de poudre. À la troisième position, on va mettre la valeur d'enfoncement dans l'étui. À la quatrième, ici, on va donc faire le sertissage. Et à la suite de ce mouvement, la munition tombe complètement finie. Contrairement à un particulier qui va fabriquer lui-même ses cartouches, opération par opération, cette machine va nous faire toutes ces opérations à une seule fois. Il me faudrait de la poudre et des balles. Très bien, on va s'occuper de comme ça. d'habitude.
qu'est-ce que vous en pensez, moi, actuellement, pour obtenir environ 790 mètres secondes avec mon canon de 52, là, en Tikka, je mets 4,35 g de Tubal 7000. Surtout pour le sanglier courant, c'est pas la peine de forcer sur le chargement, ça vous apporte rien de plus. Oui. Ça serait pour pratiquer de la chasse à grande distance encore, on pourrait essayer de forcer un tout petit peu, mais le sanglier courant, il vaut mieux que la cartouche soit très agréable. Ça semble cher, ma foi, mais ça revient moins cher que d'acheter des cartouches toutes faites. Et puis de plus, vous avez une passion. Voilà. Le rechargement doit donc être fait avec beaucoup de méthodes pour des raisons de sécurité. Il faut prendre son temps, n'être absolument pas distrait par des événements domestiques ou autres. Il faut savoir s'isoler dans un local bien aéré pour des raisons de sécurité en ce qui concerne la poudre. Et il faut absolument se retirer comme un moine se retirerait dans sa cellule. La poudre. Je mets de la poudre dans ce récipient qui va me servir de petite réserve pour ajuster mes chargements. Je règle ma balance à 4,35 g. Il faut disposer de tous ces instruments, les répartir sur la table de chargement toujours dans le même ordre, de façon à avoir une certaine routine, mais une routine qui ne devienne pas dangereuse. Et il faut procéder à chacune des phases du rechargement avec beaucoup de précautions, notamment en ce qui concerne le chargement de poudre dans la douille, qui ne doit jamais dépasser les normes maxima qui générerait des surpressions avec les conséquences que l'on sait. Je la tasse bien. Il faut faire très attention à toutes les différentes données techniques de façon à ne pas dépasser les pressions admissibles qui détermineraient, qui pourraient occasionner un accident. Je vais mesurer la balle pour vérifier qu'elle est à la longueur optima. C'est une opération très importante car un enfoncement trop important déterminerait une augmentation de la pression et cette surpression pourrait être dangereuse. Mais il y a quand même une satisfaction intellectuelle lorsque l'on chasse, lorsque l'on a tiré proprement un animal, de savoir que c'est le résultat de tout son savoir-faire au point de vue balistique. Voici donc la cartouche terminée, une cartouche de 338 Winchester Magnum chargée d'une ogive de 225 grains, c'est-à-dire 14 grammes 58. C'est en Chine que l'on découvre la poudre noire, il y a plus de 3000 ans. On l'obtient en dosant subtilement du salpêtre, du soufre et du charbon de bois que l'on pilonne dans un mortier. Les Chinois utilisent les propriétés pyrotechniques de ce mélange dans des artifices à usage civil. En découvrant les propriétés propulsives du mélange, les Européens inventent les armes à feu au XIVe siècle. Le mélange des cultures profite aux uns et aux autres. Les chasseurs chinois qui vivent dans les montagnes bénéficieront à leur tour de l'invention. L'arme de chasse y est encore rudimentaire. Une crosse de pistolet pour la mise à feu, un long canon effilé pour la précision et un chargement par le canon avec chien et amorce séparés.
À la poudrerie nationale de Sevran-Livry en région parisienne, on produisait de la poudre en quantité industrielle à la fin du XIXe siècle. 28 tonnes par jour. René Amiable, polytechnicien, fut le dernier directeur de l'usine. Ce site protégé a été transformé depuis en musée. La décision de créer la poudrerie de Sevran a été prise à la fin du Second Empire par Napoléon III, qui souhaitait augmenter les capacités françaises de production de poudre noire à usage civil. Poudre de chasse, poudre de mine, poudre pour les carrières. La poudrerie a commencé par posséder une usine de poudre noire dont les bâtiments étaient disposés en éventail autour d'une centrale de force motrice créée par des machines à vapeur. La poudre noire évoque pour moi 1000 ans d'utilisation diverses, et puis surtout ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, à la fin de l'Ancien Régime et sous la Révolution, quand la poudre noire a permis aux révolutionnaires de remporter des victoires à Valmy et à Jemappes. Je vais vous montrer maintenant quelque chose d'extraordinaire dans le musée. Nous fabriquons nous-mêmes notre salpêtre, comme vous voyez, et nos ancêtres, sous la Révolution, ont fait la même chose sur l'ordre du comité de salut public. Ils ont dû gratter les murs pour récolter le salpêtre, ce qui a permis de fabriquer des grandes quantités de poudre dont avaient besoin nos armées. Après 2000 ans de poudre noire, nous avons connu une véritable révolution dans le domaine des poudres d'explosifs au XIXe siècle. Du côté des poudres avec l'invention tout d'abord du coton-poudre, puis des poudres pyroxylées, et en particulier de la poudre B de Paul Vieille et de la poudre T, poudre de chasse de Sevran. La poudre T, c'est quelque chose qui était très important à Sevran, puisque c'est à Sevran qu'elle a été inventée il y a 100 ans. C'était une poudre à la nitrocellulose, du type de la dérivée de la poudre B. Elle a connu un très grand succès auprès des chasseurs français, et en particulier de ceux qui achetaient leurs petits bidons de poudre aux contributions pour confectionner eux-mêmes leurs cartouches. Et elle a tenu le coup jusque dans les années 1970, puis elle a été détrônée par de nouvelles poudres de chasse plus énergétiques, plus vives, qui sont d'ailleurs encore utilisées aujourd'hui. C'est à la poudrerie de Vonge, près de Dijon, qu'existe la dernière unité de fabrication de poudre noire en France. La poudrerie de Vonge a été installée sur ordre de Louis XIV en 1691. C'est François de Berthelot qui a choisi le site à cause de la rivière que vous voyez couler à côté de nous. Cette rivière, c'est la Bèze, et elle était utilisée pour faire tourner les moulins à poudre, qui étaient les usines qui servaient à l'époque à fabriquer la poudre noire. Au départ, ces usines à meules étaient entraînées par la force de l'eau. C'est-à-dire qu'il y avait un canal des hautes eaux et un canal des basses eaux, et entre les deux, circulant sous l'usine, un petit canal qui mettait en mouvement les meules. L'usine de Vonge fabrique actuellement environ 150 tonnes de poudre noire par an, dont un tiers environ un bon tiers sert au feu d'artifice. Une partie plus modeste sert à la fabrication des poudres de chasse et de tir. Et une autre partie sert encore à être utilisée dans les mines pour l'abattage des roches nobles comme le marbre ou le granit, l'ardoise.
À l'intérieur de l'enceinte de l'usine de Vonge, Pierre Méline, le directeur adjoint, fait partie d'un petit groupe de chasseurs travaillant à la poudrerie. L'un d'entre eux chasse encore à la poudre noire. Voilà. C'est messieurs, dames. Alors quoi de neuf? T'as amené ton fusil à poudre noire? Oui, oui, bien sûr. Alors écoute, je crois que c'est... C'est une bonne dose? Non, mais enfin c'est le célèbre PNF1 Vectan. Alors nous allons voir ça au pied du mur. Voilà. Tu sais que je cherche... Toujours un canon, un fusil poudre noire à 2 coups? Ouais. T'as pas trouvé? Ben, c'est-à-dire que cette fois, j'aimerais une véritable arme de collection. Ah, d'accord. Celui-là, c'est une réplique. Ouais. Et pour le 2 coups, j'aimerais une antiquité, quoi. Mais en bon état. En bon état. Et je trouve pas. Qu'est-ce que tu penses faire? Oh, ben on pourrait aller de l'autre côté, là-bas, c'est un peu moins... Un peu moins humide. Un peu moins humide, et puis c'est plus... Ah, oui. Puis c'est là que les bécasses pourraient... C'est là qu'elles pourraient se trouver, là. Hein. Ouais, parce que là, c'est trop humide. C'est trop humide, là. Ah, t'as raison. Hein, on va aller de l'autre côté. Hein. Eh bien, on va s'y préparer. Allez, les monstres, On est parti. Allez, viens, Pierre. C'est parti. Allez. Hop. Allez. Pierre, encore un miroir. Fais attention. Ouais. Les chiens me paraissent excités. Attention, ton chien à l'arrêt, tu la gauche. Attention. Ce que j'aime dans la poudre noire, c'est que je me sens impliqué dans mon coup de fusil. Je fais mon chargement, mes doses, mon bourrage moi-même. Je mets les plombs que je veux, le bourrage que je veux. Allez ma puce. Allez, Marc l'arrêt, là, attention. Attention, Gilles. Es-tu, là? Ah oui, oui, celle-là, ça sent la poudre noire. Hein. Ça sent le soufre. La cartouche du commerce, bon, elle est très bonne. C'est pas nous qui la faisons. Mais bon, c'est anonyme. Voilà, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et puis bon, moi j'ai pas besoin d'une mitrailleuse. Ouais, on va enlever tes décapes. Hein. Et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain. Dimanche prochain. Au sein de la Société civile de tir de Langres, quelques personnes qui sont intéressées par le tir aux armes anciennes. Et c'est pour ça qu'en remontant, on a commencé à tirer avec des fusils à silex. Et en remontant dans le temps, on est arrivé aux premières armes à poudre noire, donc les arquebuses à mèche. Salut Jamy. Bonjour Cathy. Yo, ça glisse hein, ce matin. Ça glisse, oui, c'est un peu gelé. Bonjour. Ça va? Ça va, oui. Je suis pas trop Bon, tard. non, ça va. Moi, j'ai terminé la mardouise au opticien. Tout est dans la voiture, on peut y aller. On y va, tout est chargé? Tout est chargé Carton, déjà. tréteau, Carton, t'as tout tout est pris. Super. Tout le matériel est là, on peut y aller. Allez, on y va. Ça permet de rencontrer des gens passionnés, surtout dans le tir aux armes anciennes, puisque la Fédération française de tir compte peut-être une 50 ou 60 disciplines différentes, qui va de 10 mètres à 300 mètres. Le tir aux armes anciennes, on sent au sein des tireurs, lors des championnats, une certaine convivialité, une certaine
entraide, même si il nous manque quelque chose, une pièce, ou pour réparer, pour nettoyer, ou on s'échange un peu nos recettes de cuisine. Cette discipline d'armentienne, moi je tire entre autres à l'arquebuse, donc sur une distance de 50 mètres, en position debout et en position genou. Vous avez une demi-heure, c'est chronométré. Vous lancez, vous avez donc 13 balles à tirer. Ce sont les 10 meilleurs impacts qui comptent. Alors dans un premier temps, vous bouchez la lumière, donc vous mettez votre épinglette en place. Vous prenez votre arme à la verticale, vous mettez votre poudre, donc qui sera préparée dans un petit étui à l'avance, puis donc votre dose de couscous. Le couscous va servir de bourre et éviter que la poudre soit en contact direct avec la balle. Vous introduisez votre balle que vous allez enfoncer vraiment au fond du canon avec la baguette de chargement. Il faut bien tasser tout ça. Vous remettez votre arme à l'horizontale, vous enlevez votre épinglette. Voilà. On va prendre celle-là. Celle-là, ouais. Alors je sais pas comment ils faisaient dans le temps quand ils n'avaient pas le zippo. Ça devait être leur fameux problème de garder le feu. D'ailleurs, il l'allumait aux deux extrémités. Le petit vent frais, ça va bien se consumer. Alors j'amorce. Un peu de poudre noire mais plus fine. Du pulvérin. Voilà. J'aime bien en mettre un petit peu plus, un petit peu moins. En consultant des archives, on a retrouvé effectivement l'historique du procédé de fabrication de la mèche qu'on a essayé avec les méthodes actuelles de remettre en place. À l'époque, les arquebusiers utilisaient du chanvre. Aujourd'hui, c'est difficile à trouver. Donc nous, à la base, on utilise des cordons de chez le matelassier, en fait, qui sert à ourler les matelas. C'est donc des fils de coton tressé que l'on va imbiber d'acétate de plomb. Alors cet acétate de plomb est mélangé à de l'eau, donc dans des proportions, chacun son petit truc, puis bouilli et ensuite séché. Si la recette est bonne, votre mèche se consume à la vitesse de 16 cm à l'heure. Alors j'enlève la mèche. Et j'évacue les gaz. Elle est aussi haute que moi, c'est pas évident. Le tir, c'est une compétition un peu contre soi-même. Donc le tir, ça se passe, je dirais peut-être à 70 ou 80% dans la tête. Après, c'est qu'une question de technique. Et 9. Allez. Là, je t'avais dit que t'étais un petit peu bas, ouais. Oui. Enfin, t'es remonté quand même là, ça c'est moi. Hein. Armentienne, c'est nettoyage. Dès que vous rentrez d'un pas de tir ou d'un entraînement, il vous faut effectivement démonter l'arme et surtout nettoyer le canon pour éviter les rouilles, les dépôts de poudre. Donc c'est nettoyage. Je suis maniaque, je l'avoue, je vais y passer 2-3 heures, voire plus. C'est un bel objet, de par ses gravures, ses finitions, ses sculptures, la crosse, le bois, le métal employé. C'est plein d'ingéniosité. Voilà. Quand on parle d'armes, ça peut effectivement aller de la condamnation
ou au contraire à l'admiration. Moi, j'ai cet amour des armes parce que je trouve que devant l'objet, c'est le reflet en fait de l'évolution humaine. Je veux dire que depuis l'existence des armes, on suit en fait l'homme. À la base, c'était un outil et on voit à travers les armes cette évolution, la façon dont s'est transformées les armes du début de sa fabrication à aujourd'hui. Quelque part, il y a trace de l'humanité dans tout ça. Sonnez le réveil, c'est l'heure. L'amour des armes anciennes pousse même certains passionnés d'histoire à utiliser de la poudre noire lors de représentations historiques. L'association des hussards de l'empereur a dû se rapprocher d'experts afin de trouver des armes authentiques du XVIIIe siècle. Bonjour monsieur. Monsieur Day, bonjour. Vous allez bien? Je vous ai appelé ce matin pour vous demander d'évaluer le prix de cette arme du grand-père que je tiens d'un membre de ma famille. C'est vous, je vous en prie. Merci. Alors, c'est quelque chose qu'on a toujours eu chez nous. On a un beau fusil à silex, double. On pratique toutes sortes de collectionneurs. Je pense que plus de 50% sont passionnés par l'histoire. C'est quand même un joli fusil et surtout, bon, c'est Versailles. C'est une belle arme. Belle arme. Mais c'est quand même un fusil que l'on peut estimer à 50 000 francs. C'est-à-dire que là, vous m'en donneriez 50 000 francs. Je vous donnerai pas 50 000 francs, mais en salle de vente, il nous ferait 50 000 francs. Sachant qu'en salle de vente, vous avez toujours des frais de vente, bien évidemment. Est-ce qu'il peut y avoir des surprises, non? Ça peut être... Petite surprise, mais on ne peut pas aller loin. Hein. On sera dans ces prix-là. Disons entre 50 et 60 000, mais on n'ira pas plus loin. Okay. Il aurait été parfait, il aurait pu monter à 80 100 000. Très bien. Il y a un côté très décoratif sur certaines armes. Il y a les armes brutes, les armes de troupes, mais les armes d'officiers peuvent devenir des objets décoratifs. On en vend certains d'ailleurs à des gens qui ne collectionnent pas les armes, mais qui achètent le côté beau de l'objet. Beau, je parle au niveau fabrication, ça peut être des fois en or, ça peut être en argent, ça peut être ciselé, ça peut être garni de nacre, ça peut être gravé. Enfin, ça peut devenir un objet. Voilà, maintenant on va emballer les dagues de chasse, hein, qui vont à la vente de mercredi. Ah, celle-ci elle est bien parce qu'elle est complète. Le chasseur, je crois, vient à collectionner les armes de chasse. On en revient toujours au même principe. Il chasse avec un fusil moderne aujourd'hui, et puis il est très content de faire voir à ses enfants, à ses petits-enfants, etc., comment on chassait à l'ancienne. Eh bien, nous avons là une arquebuse à rouet, arquebuse de chasse, s'entend, qui est particulièrement riche au niveau décoration, qui se charge par la bouche, comme toutes les armes à feu de cette époque. Ici, une petite partie, un cartouche pour éventuellement marquer des initiales. Petit décor géométrique ici. Et sur l'autre partie, je vais peut-être le présenter dans le bon sens, qui va donc sur la crosse et sur toute la longueur du fût, puisque cette partie s'appelle le fût, nous allons avoir, pareil, des rinceaux de feuillage, de glands, avec un petit paysage qui en général était le paysage du coin où représentait le château ou la maison du chasseur qui possédait cette arme. Le rouet c'est bien, vous avez vu c'est très compliqué, il y a beaucoup de pièces. Si on perd la clé on ne peut plus s'en servir. Le rouet s'encrasse, il arrive un moment où il ne tourne plus, donc il faut améliorer tout ça. Et d'un côté très mécanique, on va devenir beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus précis. Donc arrive l'invention de la platine à silex. Là, donc, nous avons un fusil à silex, platine à la Miclet, qui est d'origine espagnole, très reconnaissable, avec sa crosse dite à la catalane. Un fusil qui date de 1750-1760. Ensuite, on a un fusil fait par Toupriant, arquebusier de monsieur, donc monsieur frère du roi, qui est d'époque Louis XVI. Une platine à silex européenne qui est signée ici, Toupriant, arquebusier de monsieur. Des garnitures qui sont en argent coulé, en argent massif, donc pas en métal argenté, poinçonné aux fermiers généraux, comme on le devait à l'époque, le poinçon étant l'impôt de l'époque quand on fournissait des garnitures en métal précieux. La crosse
d'une mode de cette époque, est garnie d'une joue, mais qui est en cuir. Cette joue en cuir est galonnée d'un filet d'argent. Pour améliorer la cadence de tir, eh bien, on a eu l'idée de le doubler notre fusil, d'en faire un fusil double. C'est-à-dire de mettre une platine de chaque côté, donc ça les rend un petit peu plus larges. Sur une base fabriquée par Moulard Dufour, un inventeur stéphanois, Saint-Étienne étant la capitale de l'arme en France, beaucoup d'inventions ont été faites par tous les armuriers qui y travaillaient, et celui-ci a inventé ce système, c'est-à-dire plus de bois, pas de fût en bois, donc beaucoup plus solide quand même, parce que malgré tout, avec un fusil traditionnel, lorsqu'on cognait le bois à l'avant, il pouvait casser et s'abîmer. Là, beaucoup plus solide. C'est tout un coffre qui est en bronze et qui soutient la mécanique. La baguette ici est en fer, puisqu'on est toujours dans un chargement par la bouche. Inconvénient de tout ça, s'il pleut, ça c'est mouillé. S'il pleut, mon silex est mouillé. À ce moment-là, l'étincelle ne se forme pas. Donc on cherche à inventer autre chose qui va me permettre de pouvoir au moins chasser ou tirer sous la pluie. De ce fusil, nous supprimons le chien. Nous allons en mettre un autre qui va déjà, au lieu d'avoir 3 parties, donc des parties qui peuvent se perdre, va être en une seule partie. Et va servir simplement de marteau. Cette cheminée se couvre donc de cette capsule qui a l'amorce à l'intérieur, peut-être un petit peu petit à voir, que nous allons poser dessus notre cheminée. Donc c'est ça qui se retrouve tapé par notre marteau et qui va me donner l'étincelle. Par l'intérieur, donc s'il pleut, ça n'a aucune importance, ça va fonctionner. Vous avez vu sur les arquebuses, sur les fusils à silex, fusils à percussion, il y a de toutes les matières. Donc on doit apprendre le bois, parce qu'on est obligé de reconnaître les fous ou les parties refaites. On doit apprendre le bois, on doit apprendre le bronze, on doit apprendre le métal, pour voir s'il n'y a pas de partie refaite. On doit apprendre tous les éléments de décor, connaître toutes les matières qui enrichissent ces armes, c'est-à-dire l'os, ne pas confondre de l'os avec de l'ivoire, ne pas confondre de l'ivoire avec du bois de serpellis, qui peut avoir à peu près la même apparence, mais qui n'a pas la même texture. Et tout ça, on doit le reconnaître. On ne peut pas dire qu'une arquebuse est décorée d'ivoire, c'est laid en bois de serre. Parce qu'éventuellement, à ce moment-là, la personne peut vous la rapporter et vous faire rembourser. Encore une fois, on a une garantie trentenaire. 2200, pas de regret? Non? Moulard Dufour a fait ce système de fusil, donc un coffre en laiton, dans le goût des pistolets 1777. C'est le seul fusil qui a été fait de cette façon, qui n'a pas de fût en bois, donc, et de partie en bois autour des platines. C'est un modèle rare et intéressant. Eh bien, nous allons commencer à 15 000 francs, il y a plusieurs preneurs. 18 000, 18 000, monsieur, 500. 23 000. 500. 24 000. 24 000 ici, monsieur au fond. C'est le monsieur Non, 24 000 au fond. 24 500. 500. 25 000. 25 000. 500. 500. 26 000. 26 000. Nous sommes à 26 000. 26 000. Vous en voulez? Non, c'est un autre téléphone. 26 000. 26 500. 26 500. 26 500 au téléphone. 26 500. Non, c'est plus par mois. 26 500, c'est ici. 26 500. Il a Pas nous en 500, je juge, pas de regret. À juger sur commission ici au téléphone. Oui. 25 000. C'est dans un souci de sauvegarde du patrimoine que les époux Sommer, des mécènes ardennais, créent la fondation de la Maison de la Chasse et de la Nature à Paris. On peut y découvrir de nombreuses collections de trophées, d'objets d'art et d'armes anciennes. Jean-Claude Day collabore avec le musée en tant que conseiller pour l'acquisition d'armes anciennes. Et c'est toujours chaleureusement que le directeur de la fondation, Jacques-François de Chaunac-Lanzac, le reçoit. C'était pour voir les petits problèmes que vous avez. Bien, on va pouvoir travailler dans les réserves. J'ai amené mes gants. C'est vrai que j'adore travailler dans les réserves. C'est là qu'il y a tous les trésors. Oui, là, vous voyez, on a rangé un petit peu. Vous avez aménagé un petit peu. Les aligner sur des râteliers, les retrouver à peu près facilement. Par leur calibre. Bien, bien. Et puis en plus, ils tiennent debout, là. Oui. Ils ne risquent pas de glisser. Ils prennent moins de poussière. Bien, alors, l'idée aujourd'hui, c'est de réfléchir à l'exposition qu'on projette dans au moins 2 ans, parce que tout est très long dans l'univers muséographique,
Et notre conservateur prévoit une exposition qui nous paraît très intéressante sur les armes de chasse ayant appartenu à des personnages illustres. Bon, donc on a un fonds déjà nous assez conséquent avec ces armes que vous aviez fait acheter il y a 2 ans à la Biennale des Antiquaires qui ont appartenu au duc de Bordeaux. Duc de Bordeaux, futur comte de Chambord. Donc le coffret qui travaille un petit peu, il va falloir qu'on le fasse. Donc petit, hein. Petit. Un peu dur à épauler là. Hein, même le silex marche. Même si c'est oui. Ils ont été exposés, ceux-là. Oui, ils ont été exposés car nous sommes sans doute les propriétaires qui possédons le plus de fusils du comte de Chambord. Et la boîte est complète, et ce qui est très très joli, c'est cette poire à plomb. La poire à plomb qui est en peau avec le chiffre brodé. La poire à poudre qui est en argent avec le chiffre gravé. Le tournevis pareil. Et le moule à balles. Donc, tous les éléments pour pouvoir tirer. On est au début du 19e siècle. Et on a encore le système à silex qui était le plus couramment... Sur la fin du silex. La fin du silex. Et l'arquebusier s'est passionné pour la décoration des armes et la qualité du canon ainsi que la gravure. Alors là, évidemment, vous avez encore le chiffre d'Henri de France. Donc vous le remarquez, ça se caresse les armes.